Comment vous définiriez le travail d'un ingénieur en bureau d'études? Qu'est-ce qu'un ingénieur en bureau d'études en particulier? En bureau d'études, il y a deux, spécificités un peu différentes. Il y a la partie conception qui m'échappe un peu plus parce que c'est pas trop mon domaine, qui correspond à des notions de RDM, de surface fonctionnelle, et puis répondre à un cahier des charges fixé en général par le client, le service marketing. Ça, c'est une première chose qui est importante et qui dépend plus, je veux dire, d'experts comme Bernard Charat ou Philippe Carpentier. Donc le bureau d'études, pour moi, c'est du cahier des charges jusqu'à tout ce qu'il faut pour la réalisation. Donc ça peut aller de la rédaction du cahier des charges, donc comprendre ce que veut le demandeur et l'aider à formaliser sa demande. Faire un avant-projet qui va définir les grandes lignes du produit à fournir. Et puis après, tout ce qui est calcul de détail, plan de détail, choix de composants, choix de matériaux, éventuellement choix de procédés, si on considère que l'industrialisation fait partie du bureau d'études, même si on parle plutôt de bureau des méthodes. La valeur ajoutée aussi d'un concepteur en bureau d'études, c'est quelqu'un qui arrive à intégrer la fabrication dès sa conception. À partir de ce moment-là, on appelle ça une pièce bien née. Et une pièce bien née, c'est le terme qui a été utilisé entre autres pour l'Airbus A380, parce que dès son premier vol, en fait, il n'y a eu aucun problème, il a répondu entièrement au cahier des charges, avec aucun prototype de réalisé. Donc une pièce bien née comme ça, c'est vraiment l'idéal. Il y a eu d'autres soucis après d'industrialisation, mais c'est lié à des choix politiques entre les pays, mais ce n'était pas du tout lié à la conception. Donc chez CMD, par exemple, un concepteur qui commence à réaliser sa pièce avant de la finaliser, c'est-à-dire avant d'arriver au détail, quand il a commencé à mettre tout ce que fonctionnellement est important pour lui en tant que concepteur, en général il descend au bureau d'industrialisation, où il retrouve des archis aussi, mais qui sont plus proches de l'atelier, et il leur soumettent, le plan ébauché. En général, l'usineur, lui, qu'est-ce qu'il va donner dessus? Il va essayer de faire comprendre au concepteur quelles sont les contraintes de fabrication liées à la conception dans l'état actuel. Et quelquefois, on peut s'apercevoir qu'un concepteur a choisi une solution constructive plutôt qu'une autre, simplement parce qu'il devait faire un choix, mais ce n'était pas forcément objectif ni guidé par des critères économiques ou techniques. Et le fait de discuter avec l'usineur, l'usineur peut dire cette solution-là, moi, elle me gêne parce que ça m'oblige à prendre la pièce sur un montage supplémentaire et ça va rajouter 10 € en plus sur la pièce. Et peut-être que là, le concepteur se dit, mais en fait, cette forme que je t'ai mis ici, je l'ai mis ici parce qu'il fallait la mettre quelque part, mais ce trou d'huile qui est là, je peux exactement le mettre de l'autre côté, il est au même niveau, et puis il assure la même fonction, et pour moi, ça ne change rien. Et quelquefois, ça supprime un posage, donc une machine, un opérateur et tout ce qui va avec sur la pièce, et donc ça permet de faire des économies d'échelle. Et très souvent, si le brut doit être réalisé en fonderie, en forge par exemple, si c'est du mécano-soudé, on y associe également celui qui va réaliser le brut. Et le fait de faire discuter le concepteur, l'usineur, et puis celui qui fabrique le brut, donc forgeron ou fondeur, ça fait souvent des très fortes économies d'échelle, parce que dès la conception, en changeant quelques clics de souris, je veux dire, on arrive à baisser le prix de la pièce. On fait plaisir à personne, il s'agit simplement de trouver la solution technologique qui, au total, quand on fait la somme des coûts, développement, conception, brut, puis usinage, on va arriver au minimum. Et ça, c'est vraiment très très porteur ici au niveau de l'industrie. Donc ça nécessite que les concepteurs, même si ce ne sont pas des usineurs nés, aient des notions de contraintes liées à l'usinage, à la fonderie ou à la forge. C'est-à-dire sachent intégrer et comprendre ce que le sous-traitant, entre guillemets, local, a besoin pour pouvoir réaliser la pièce dans de bonnes conditions et à bas coût. D'accord. Donc le bureau d'études ne semble pas se limiter à la modélisation informatique, du coup, est-ce que ça a quand même une place importante, donc la modélisation sur CATIA avant la production? Il faut savoir que les bureaux d'études ont existé avant CATIA. Des bureaux d'études avec même plusieurs centaines de personnes. Donc l'outil numérique est un outil de calcul, un outil de stockage de données, une aide, mais la réflexion, elle est avant tout scientifique. Et c'est de l'application de ce qu'on voit à l'école, en RDM, en dynamique, en éléments machines, etc. Donc le numérique n'est qu'un outil.
Et la place de la modélisation informatique sur Alors en fait, je dirais que ça dépend surtout de la taille et de la structure de l'entreprise. Si tu es dans une entreprise très très grande, en général ton travail est très très cloisonné, mais il t'est interdit de dépasser les cloisons. Et donc si tu es concepteur détaillant, à la limite tu vas finaliser. Si tu es plutôt projeteur, c'est toi qui vas donner l'architecture de la machine. Donc dans ce type de société, je dirais que le boulot est relativement décomposé et que c'est assez difficile de sortir du cadre qui est imposé par ne serait-ce que les normes genre ISO 9000 qui régissent la qualité du travail selon tout le processus de fabrication. Par contre, si tu es dans des sociétés un petit peu plus petites en taille, ce qui est relativement courant, ce qu'on appelle les PME, PMI, qui embauchent peut-être moins d'ingénieurs, mais qui sont quand même les sociétés qui embauchent le plus. Là, en général, on te demande d'avoir plusieurs casquettes, et c'est toi, en gros, qui décide de, comment je veux dire, là où commence ton travail et là où il s'arrête. Donc, en général, il y a la tâche qui t'est confiée, celle-là, tu ne peux pas trop y échapper. Mais si tu en as le temps et l'énergie et la curiosité, en général, c'est bien d'aller voir ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Et quelquefois, au fil du temps, en fait, tu as une fonction qui se dévie. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, que tu es capable de modifier le produit en fonction du processus et du matériau, ce qu'on appelle le PPM, ben, dans cette société-là, on va sentir que tu as une valeur ajoutée forte dans ce secteur. Et tu peux très vite translater en fait, du bureau d'études à l'interface entre le bureau d'études et puis l'industrialisation et devenir un peu l'expert final qui va donner son coup de bénitier sur les pièces avant de les lancer en production en faisant justement le lien entre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les fabricants et le concepteur. Donc chez CMD par exemple, un des meilleurs chefs d'atelier que j'ai connu chez CMD, c'était un ancien concepteur. Mais c'est quelqu'un qui, arrivé à 30-32 ans au niveau de sa carrière, a senti qu'il tournait un peu en rond, donc pour répondre à ta question. Et puis, comme il faisait déjà ce travail collaboratif avec les procédés aval, eh bien, il a demandé à changer de travail et puis à se rapprocher plus de l'atelier et gérer ensuite une chaîne de production chez CMD. Il a fini sa carrière comme ça. Donc il y a des sociétés dans lesquelles tu ne peux pas trop sortir et d'autres pour lesquelles tu as un peu plus de, comment je veux dire, de possibilités. Et en général, les chefs de service sont assez opportunistes, c'est-à-dire que s'ils sentent un potentiel chez quelqu'un, ils vont essayer de le maintenir sur le domaine dans lequel, en général, ils rendent de bons services à la société. Donc c'est aussi à toi, quelquefois, de montrer tes capacités dans le domaine vers lequel tu veux évoluer. Du coup, est-ce que l'ingénieur en bureau d'études travaille vraiment plus en amont de la production de la pièce, etc. ou est-ce qu'il y a aussi un vrai travail en aval de la réalisation des produits? Alors tout dépend, je veux dire, le type de société. Si tu es dans une société qui est simplement prestataire de services, en gros, tu travailles simplement en amont, c'est-à-dire on te donne un cahier des charges et toi tu rends simplement une conception détaillée, numérisée. Maintenant, si tu es dans un cercle de qualité, en général, les sociétés qui font du produit, procédés, matériaux, c'est-à-dire faire descendre le concepteur vers l'usineur, très souvent, au moment de l'assemblage et autres, ils essayent de reboucler. C'est vraiment une chaîne numérique, c'est-à-dire qu'au moment de l'assemblage, on se rend compte d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément cernés au moment de la fabrication, qui sont plus liés à l'usinage ni à la fonderie, mais qui sont liés à de la maintenance, qui sont liés éventuellement au recyclage des éléments en fin de vie, donc le développement durable, qui peuvent être liés aussi à la facilité de montage et au coût du montage. Et donc c'est l'automobile qui a été vraiment le précurseur dans le domaine, mais l'idée c'est de reboucler vers les concepteurs tous les retours qu'on peut avoir pendant la durée de vie du cycle, le cycle de la durée de vie du produit. Et si tu arrives à intégrer ça, c'est-à-dire à fabriquer des pièces bien nées, qui en plus ont un cycle de vie, je veux dire, qui est satisfaisant pour tout le monde, en général, tu es dans une démarche de qualité qui est profitable pour la société si tu arrives à maintenir tes coûts au niveau du marché. Le bureau d'études est en amont, puisque c'est la création du produit. La réalisation, ça vient après. Par contre, le bureau d'études peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les méthodes, donc la définition d'une gamme d'usinage pour la fabrication. Et le bureau d'études peut aussi assurer un suivi de réalisation. Par exemple, dans le cas d'un prototype, le bureau d'études peut participer par exemple à l'assemblage pour vérifier que tout va bien. Et puis même dans une production grande série, le bureau d'études peut descendre aussi à l'atelier, vérifier ce que donne la production et finalement si tout va bien et si au final le produit livré est conforme à ce qui était demandé. Mais c'est essentiellement en amont.
D'accord. Quelles sont pour vous les qualités primordiales d'un ingénieur en bureau d'études? Alors au niveau d'un bureau d'études, je dirais l'expérience. En fait, utiliser CATIA, c'est un outil dont il faut savoir se servir, mais vous pouvez avoir le meilleur outil, s'il est mis dans de mauvaises mains, forcément, je veux dire, il ne va pas donner de résultats. Donc en débutant, avoir d'expérience, c'est impossible, mais plus on rencontre de problèmes différents, plus la banque de données intellectuelles, de solutions technologiques disponibles, elle est importante, et plus en fait, c'est un peu comme quand on tombe d'un arbre, plus il y a de branches, plus on a de facilité à s'attraper et à éviter une chute qui soit traumatisante. Donc là c'est un peu la même chose, plus on a un nombre de solutions technologiques en tête important, et en fait plus on arrive à trouver la solution adaptée au problème. Donc il y a une partie qui doit être intégrée à l'école, c'est pour ça qu'en fait il faudrait des heures importantes pour pouvoir voir un maximum de contextes qui sont relatifs à des domaines différents. L'automobile n'a pas les mêmes contraintes que l'aéronautique, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Mais après, c'est vraiment l'expérience. Et je pense que le fait de discuter encore une fois avec les usineurs, les assembleurs et autres, ça donne une richesse, je veux dire, et un recul du concepteur. Et quand on arrive à avoir du recul, ben, en général, c'est qu'on maîtrise. Et donc, la conception, c'est de la synthétisation, c'est-à-dire que vous devez synthétiser une idée. Et c'est le niveau taxonomique le plus élevé avant l'évaluation, c'est-à-dire que ça fait appel à un tas de connaissances mathématiques, mais également technologiques. Et en termes de qualité humaine, est-ce qu'il doit être un bon communicant? Est-ce qu'il doit être à l'écoute? Alors, on revient à la même chose. Si tu es dans un travail très cloisonné, entre guillemets, tu lis une bête à cornes ou un cahier des charges, et puis tu réponds cahier des charges, tu ranges ça dans le PPM de la société, tu verrouilles ta conception, tu lui mets un indice A, et à ce moment-là, tu peux être un peu autiste, je veux dire, sans aucun souci. À partir du moment où tu es dans un cercle de qualité, comme on a parlé juste avant, là, tu as intérêt quand même d'avoir des facultés d'ouverture. Donc je dirais que l'ouverture, ça c'est le côté un peu cerveau droit, cerveau gauche c'est plutôt la partie mathématique. Celui qui a les deux, dans tous les cas de figure, il a quand même un avantage sur celui qui ne possède que l'aspect mathématique des choses. Et comment je veux dire, communiquer c'est quand même un des leviers sur lesquels actuellement on fait des progrès. Parce que tout le monde a les mêmes outils, tout le monde a les mêmes machines, les mêmes soucis, je veux dire économiques ou professionnels. C'est ceux qui arrivent à faire véhiculer l'information. Alors on est dans des outils de communication informatisés, mais malgré tout, même si c'est informatisé, une réunion sur Skype avec des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui communiquent leur enthousiasme, c'est quand même beaucoup plus profitable que trois autistes devant une caméra et puis se regardant sur un écran et en demandant un peu ce que l'autre veut et puis s'entend même parfois agressé par les demandes ou les requêtes des autres. Donc il faut être dans une démarche positive, je pense que c'est vraiment un plus pour l'ingénieur. Et ça c'est la partie communication qui peut le développer, mais malgré tout il y a une partie d'inné qui est assez difficile à changer. Je pense que la conception c'est surtout répéter des choses qui sont connues depuis toujours, même s'il peut y avoir de la créativité. Le résultat peut être innovant, par contre les solutions une par une, bien souvent ce n'est jamais que des solutions déjà vues, revues et éprouvées. Et je pense que il y a nécessité d'avoir beaucoup de curiosité à aller voir ce qui se fait pour pouvoir le reproduire, parfois en mieux. Et puis après, c'est un bureau d'études, donc c'est aussi un travail d'équipe, il faut savoir travailler en équipe, aller chercher les compétences de chacun. Avec un bureau d'études, il peut y avoir des électriciens, il peut y avoir des gens de la mécanique des fluides, il peut y avoir des automaticiens. Donc il faut aller chercher les compétences là où elles sont, et savoir exprimer son besoin aussi à ses collègues. Donc pour moi c'est curiosité, beaucoup de curiosité, et puis savoir travailler en équipe. Mais c'est, je dirais, surtout des qualités d'ingénieur, en général. En quoi le bureau d'études peut avoir un rôle déterminant dans le processus de fabrication d'une pièce? Quelle est son influence? Le bureau d'études, il est déterminant dans le sens où c'est lui qui pose les premières pierres, c'est-à-dire la fondation de la pièce, c'est le dessin. Et si vous avez un immeuble avec une fondation qui n'est pas très solide ou qui a été mal conçu, mal dimensionné, forcément tout l'édifice va s'écrouler une fois qu'on aura construit l'édifice au-dessus. Donc le concepteur, je veux dire le commercial, c'est lui qui va chercher l'argent et qui va chercher les contrats pour la société, mais le concepteur c'est lui qui pose les fondations. Après les autres derrière ne font que hériter entre guillemets de cette fondation sur laquelle ils doivent ériger un bâtiment. Et
Si la fondation n'est pas saine, c'est la catastrophe. Donc en gros, l'idéal, c'est d'avoir des bons commerciaux, des bons concepteurs, des bons usineurs, des bons fondeurs, enfin d'avoir une chaîne qui soit bonne partout. C'est rarement possible ou rarement le cas, il y a toujours des maillons faibles. Alors le bureau d'études, par le design qu'il va mettre à la pièce, va sélectionner probablement un procédé de fabrication. C'est-à-dire que parce qu'il va falloir fabriquer un produit, ou 100, ou 1000, ou 10 000, ou 1 million, le bureau d'études, aidé des bureaux des méthodes, va déjà choisir un procédé de fabrication. Donc, si c'est une pièce de fonderie, il faudra déjà la dessiner avec les dépouilles et penser aussi comment la réaliser pour qu'elle ne coûte pas cher. Si c'est un prototype, bon, on le réalisera pour qu'il soit usinable dans la masse, probablement. Donc le bureau d'études influence énormément le processus de fabrication. Mais je dirais que c'est surtout le nombre d'éléments à produire qui va imposer le processus de fabrication. Donc voilà, c'est l'idée. Merci. Beaucoup.